Bonjour à toutes et à tous, je vous fais une petite vidéo sans préparation, un peu chill, pour vous parler d'un aspect de ma vie personnelle que je partage un petit peu sur les réseaux sociaux. En fait, depuis l'an dernier, on m'a proposé de donner des cours à la faculté, à des étudiants de L3 en sciences humaines, et le but de l'un de ces cours, c'était de leur faire étudier des romans. Donc le principe, c'est qu'ils sont censés l'avoir lu avant le début du cours, et ensuite on a 2 heures pour les analyser. Donc je tiens à rappeler que moi je ne suis pas enseignante, ce n'est pas mon métier, et d'ailleurs ces quelques heures de cours que je donne ne sont pas mon gagne-pain principal, j'ai un autre travail à temps plein. C'était une opportunité en fait que j'ai saisie lorsqu'on me l'a proposé, et ça m'a beaucoup appris, c'était très enrichissant même si ça demandait énormément de travail. Et donc je vous en parle ici, non pas pour vous raconter ma vie parce que c'est pas du tout intéressant, mais plutôt parce que en fait je voulais vous parler des 4 livres que j'ai analysés avec mes étudiants et vous montrer un peu mes angles d'études. Donc comme je ne suis pas enseignante, je peux faire des erreurs d'interprétation, voilà, je n'ai pas la prétention de dire c'est comme ça qu'il faut étudier ces livres. Peut-être que si vous êtes enseignant, enseignante, vous pouvez aussi partager en commentaire comment vous faites étudier ces cours à vos élèves ou à vos étudiants, ça sera sûrement très intéressant. Donc j'en appelle à une forme de bienveillance de votre part dans cette vidéo, mais de manière plus globale dans tous les espaces commentaires de ma chaîne. Donc en fait je me suis donné un peu des objectifs pour choisir les livres. Je voulais que ça soit des livres qui soient faciles à lire, si possible des livres courts, puisque ce ne sont pas des étudiants de lettres modernes, ce n'est pas leur sujet d'étude principal, disons, le fait de lire des livres. Et je voulais en plus leur faire étudier des autrices, et leur faire découvrir des littératures qui soient autres que les poncifs habituels français et anglo-saxons, disons. Donc je vous montre déjà dès à présent les 4 livres que je leur ai fait étudier. Donc le premier, à chaque fois je vous détaillerai ensuite l'analyse que j'ai pu en faire. Donc c'est La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas. Donc là c'est le seul auteur homme de ma sélection, et c'est le seul livre qui fait plus de 200 pages, il en fait 400, mais j'ai jugé que c'était vraiment très facile à lire comme livre, donc c'était ok. Ah oui, et j'ai choisi aussi La Dame aux camélias parce que c'est une histoire d'amour assez intemporelle, je trouvais que c'était l'occasion d'aborder une histoire d'amour. Ensuite je leur ai fait étudier Dans la forêt de Jean Egland, donc là pour être plus sur un propos écologiste et féministe, sachant que le féminisme a été un fil rouge de l'année, on va dire, enfin des livres que je leur ai fait étudier. Ensuite, je leur ai fait étudier donc Kim Ji-young, né en 1982, de Cho Nam-joo. Donc là, toujours sur une dimension féministe, et en plus c'était l'occasion plus globalement de parler de la culture coréenne. D'ailleurs, ils m'ont dit que c'était le livre qu'ils avaient préféré étudier. Et ensuite, je leur ai fait étudier La Place d'Annie Ernaux, donc moi je lis toujours dans cette édition. Voilà, le gros quarto, Écrire la vie. Et La Place, c'était pour parler d'Annie Ernaux, pour parler d'une dimension plus sociale et de la relation au père. Et je voulais leur faire étudier aussi en fait une si longue lettre de Mariam Abba, puisqu'initialement je devais avoir 12 heures de cours avec eux, dont 2 d'examen, et en fait je n'en ai eu que 10, donc j'étais très déçue de ne pas pouvoir leur faire étudier un livre de littérature africaine. J'avais choisi celui-là de la sélection, c'est le seul que je n'avais jamais lu avant de commencer les cours, donc je ne l'ai toujours pas lu, puisque comme j'ai appris que voilà, j'allais pas le faire étudier, je me suis dit que je le lirais un petit peu plus tard, mais je m'y étais préparée. J'avais d'ailleurs acheté un livre, Une si longue lettre de Mariam Abba, étude critique par Bouba Tapti Mohamedi. Voilà, donc je les lirai, et en fait j'ai demandé à la fin de l'année un rééquilibrage de mes heures, donc il est possible que l'an prochain j'ai 2 heures de plus pour pouvoir étudier une si longue lettre, donc ça serait super. Le premier que j'ai fait étudier, donc c'est La Dame aux camélias. Vous vous souvenez, si vous me suivez, j'y ai consacré une vidéo assez longue
en 2023 je crois, où voilà, je passe du temps à l'analyser, à le comparer à sa réécriture en opéra, la Traviata de Giuseppe Verdi. J'avais vraiment déjà la matière pour préparer le cours, n'empêche j'ai quand même fait des recherches complémentaires et j'ai appris des choses, ou en tout cas il y a des choses sur lesquelles j'avais pas forcément mis de mots, mais c'était intéressant de lire des choses sur le sujet et donc de compléter mon cours. Je prends les notes que j'avais utilisées pour mes cours. C'est vrai que Alexandre Dumas fils, je passe assez rapidement sur sa vie. Disons que sur sa vie, je vais mentionner le fait qu'il est le fils de Alexandre Dumas, l'auteur des Trois Mousquetaires, le fait qu'il a eu une relation avec Marie Duplessis, qui a inspiré la Dame aux Camélias, qu'il y a des petits éléments autobiographiques, et que dans son œuvre en général, il y a un soin aux déshérités, aux orphelins, aux laissés pour compte, etc. Donc ça c'est quelque chose sur lequel je passe relativement rapidement. Je présente aussi ce que c'est qu'une courtisane, pour bien comprendre en fait quel est le sens, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui paraissent impossibles dans cette histoire d'amour, pourquoi est-ce que on considère que c'est une femme de mauvaise vie, parce que bon, de nos jours, une personne qui s'est prostituée, bon après je connais pas de personne qui se soit prostituée, ou en tout cas je ne connais pas de personne donc je sais qu'elle s'est prostituée, mais je dirais que voilà, c'est pas le même rapport à la prostitution, c'est pas le même caractère d'infamie qui est jeté sur les gens qui ont pu se prostituer. En tout cas, je voulais leur présenter ce qu'est une courtisane à l'époque de l'écriture. Et ensuite, mon premier axe de travail, c'était de dire que c'était un livre qui était fait de différents contrastes, qu'il y a beaucoup de contrastes en fait dans cette histoire. D'abord l'opposition entre Eros et Thanatos, donc Eros l'amour, Thanatos la mort. Voilà l'histoire d'amour, la mort à travers la tuberculose dont souffre Marguerite. C'est des étudiants qui n'ont pas forcément, peut-être ils ont un bac L mais pas forcément, ils n'avaient pas tous un bac L, enfin je leur ai pas demandé mais je sais qu'il y a une personne qui m'a dit qu'elle n'avait pas de bac L, donc je leur explique aussi ce type de motifs qu'ils n'ont peut-être pas vu en cours. En tout cas, voilà, je leur parle aussi du fait que y a le contexte du romantisme. Donc dans le romantisme, il y a aussi beaucoup de contrastes qui sont faits avec un grand nombre d'émotions, de sentiments qui sont exacerbés. C'est très important dans le romantisme. Et dans le romantisme, effectivement, il y a souvent des histoires d'amour qui se concluent par une mort. Donc c'est de ce point de vue-là, La Dame aux Camélias, c'est très romantique en fait comme livre. Je leur donne des exemples aussi d'ouvrages romantiques avec des histoires d'amour qui se finissent de manière tragique. Les souffrances du jeune Werther, par exemple, de Goethe, qui a donné lieu à toute une vague de suicides après sa sortie. C'est un des ouvrages un peu fondateurs du romantisme. Et cette opposition Eros-Thanatos dans La Dame aux Camélias, elle permet aussi de donner une grandeur à Marguerite qui est transfigurée par l'amour et par la mort, et donc dans la mort elle est un peu lavée de ses péchés quand elle est, des péchés qu'elle avait commis quand elle était vivante. Ensuite, comme contraste, pour moi il y a aussi la beauté, la laideur, c'est-à-dire la beauté de Marguerite. Elle a un nom de fleur, donc c'est la beauté de la fleur, et en même temps la laideur de son travail, la hideur de la maladie et de la mort, le fait qu'elle est opposée dans le discours du père entre Blanche, la sœur, qui a un nom qui incarne la pureté, et Marguerite, elle incarne plutôt la beauté éphémère qui fane très vite. Donc vous voyez un peu ce type de contraste. On voit aussi la scène, vous vous souvenez, chez Alexandre Dumas, donc il y a la scène où en fait Marguerite elle est déterrée puisqu'elle a été mise dans la fosse commune, et donc le but c'est de la mettre dans un caveau en dur en fait. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en fait dans la réalité avec Marie Duplessis, puisque Marie Duplessis elle avait été mise dans la fosse commune et son mari, le vicomte de Pergot, l'a fait mettre dans un caveau qu'on voit encore maintenant au Père-Lachaise. Donc voilà, c'est basé sur un élément existant, enfin voilà, sur un fait qui a existé.
Et il y a une opposition aussi dans certaines phrases que disent les gens, par exemple un prêtre qui dit « elle a vécu comme une pécheresse, elle est morte comme une sainte ». Il y a un côté en fait un peu vulgaire, moi je trouve, de Marguerite en tant que prostituée, dans sa manière d'agir, elle est régulièrement ivre, etc. Et en fait, c'est opposé à la grandeur de son âme, donc vous voyez, voilà, c'est un peu pour ça, pour moi, tous ces contrastes. Et il y a d'autres images très fortes qui les appuient. Par exemple, au début, on commence avec les créanciers, la vente publique des affaires de Marguerite. On dit que c'est des chiens qui dépècent une proie. Armand, qui a un côté un peu... Alors ça faisait rire les étudiants quand je leur disais ça. C'est un côté un peu drama queen, puisque il a la violence de ses sentiments. Il fait une attaque de nerfs en voyant le cadavre de Marguerite. Il se venge, etc. Voilà, donc c'est toute cette exacerbation, cette violence des émotions qui est très romantique et qui produit un grand nombre de contrastes qui me semble être un des éléments saillants de ce livre. Ah oui, aussi, la vieillesse, vous savez, il y a un baron, le baron c'est le mécène de Marguerite, il est vieux, il est décrépit, vs la beauté de Marguerite. Voilà. Et donc ça c'était mon premier axe de travail avec des citations à l'appui, des citations du livre. J'avais un autre axe, le fait que c'est un livre qui fait la synthèse entre le romantisme et le réalisme. Donc au moment où il est écrit, le romantisme est un peu en fin de vie, et le réalisme, lui, est plutôt en train de commencer, donc il me semble être intéressant puisqu'il est un peu à la jonction des choses. Certes, il y a des contrastes qui font qu'il est très romantique, en plus il y a un caractère tragique dès le début de l'œuvre, puisque en fait, il n'y a jamais de suspense dans ce livre. Dès le début, on sait que Marguerite, elle est morte, c'est juste que le livre nous amène à découvrir comment elle a pu en arriver là, et comment deux amants qui s'aimaient ont pu être séparés et elle, finir abandonnée en fait par son amant. Donc il y a un caractère un petit peu tragique, donc c'est l'occasion de leur rappeler un petit peu les mécanismes de la tragédie, etc., qui est un procédé qui est souvent utilisé par les romantiques. Et en même temps, c'est une tragédie, mais où il n'y a pas de transcendance avec le divin. Il me semble qu'il n'y a pas vraiment de dimension religieuse dans la Dame aux camélias, c'est plutôt le tragique de la vie de ce siècle où les femmes sont réduites à se prostituer si elles veulent un petit peu s'en sortir. Et en fait, ce que montre l'auteur, c'est que si les personnages sont malheureux, c'est pas tant parce que c'est leur destin, mais parce que c'est la société qui les réduit à ça. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la différence qui fait qu'il n'y a pas de transcendance dans la Dame aux camélias. Ensuite, je parle de la dimension réaliste et même ce que je considère comme étant un peu militante d'Alexandre Dumas, puisque Alexandre Dumas, il a vraiment un propos où il dit « mais c'est la société qui pousse ces femmes au vice, qui les couvre de gloire, qui les arrose d'argent, et dès qu'elles tombent, il fait bouh bouh et il les enfonce et il les laisse toutes seules mourir dans la misère. » Ça a un côté un peu, attention, gros guillemets, proto-féministe. Je sais, enfin voilà, je m'avancerai pas à dire que c'est féministe, mais en tout cas c'est parce que c'est peut-être un peu anachronique pour l'époque, mais en tout cas je trouve que c'est assez fort et un peu militant, un peu réaliste comme vision. Ce que je montre dans la vision réaliste, c'est aussi le fait que Alexandre Dumas, il adapte le langage des personnages en fonction de leur classe sociale ou de leur métier. Par exemple, il y a ce passage que j'aime beaucoup. On entend un employé de cimetière qui parle en fait, et il a une façon de parler, alors qu'il fait peut-être un poil couleur locale, un poil exotique, mais en tout cas elle a le mérite d'essayer de montrer qu'en fait, voilà, il a fatalement pas la même manière de parler que qu'Armand Duval, donc le héros. Et ça, je trouve que c'est un côté un peu réaliste. C'est essayer de coller à une forme de réalité sociale. Ensuite, il y a un fond historique
il y a la réalité de ce que c'est qu'être une courtisane, les enjeux, les avantages, les inconvénients, les dangers aussi à plusieurs égards, le fait que on est assujetti au bon vouloir d'un mécène, que si jamais on veut vivre une vie plus rangée, en fait on n'a aucune assurance, quoi. Enfin voilà, il n'y a pas de sécurité sociale ou d'assurance vie des courtisanes. Et c'est aussi la dimension réaliste, elle est dans le fait que c'est un roman à clé, puisque il y a Marie Duplessis, je pense qu'il y a aussi ce qu'a pu vivre Alexandre Dumas lui-même, puisqu'il a vécu cette histoire d'amour avec elle. Il met un élément de la lettre qu'il lui a écrite et qu'il a ensuite donnée à Sarah Bernhardt, il le met dans le roman, donc vous voyez, il y a une frontière un peu floue entre réalité et fiction. Et cette scène aussi du cimetière qui est basée sur un élément réel, où Marie Duplessis a été déterrée par son mari. Il y a une dimension réaliste, il ne table pas sur la transcendance et il table plutôt sur une dénonciation sociale. Il utilise aussi un sujet en fait qui est pas très noble à l'époque, parler d'une prostituée, la magnifier, la rendre héroïne. C'est quelque chose qui ne se fait pas, c'est quelque chose qu'on a dénoncé notamment chez Verdi quand il a adapté en fait la pièce de théâtre elle-même adaptée du roman. On a reproché à Verdi de parler de sujets qui sont pas nobles en fait, de prendre le parti d'une prostituée. Alexandre Dumas parle aussi de la tuberculose, qui est un peu le mal du 19e siècle, qui tuait beaucoup de gens, qui était très contagieux, et qui a beaucoup inspiré les auteurs, notamment romantiques. On parle aussi d'éléments qui sont un peu triviaux, en fait c'est aussi un roman où il est question d'économie, puisqu'on parle d'une vente aux enchères, puisqu'on parle de l'argent que le père donne à son fils, le fait qu'il se ruine, le fait que les courtisanes accumulent de la richesse en même temps qu'elles n'ont pas vraiment d'assurance, etc. Voilà, donc je trouve que c'est un roman qui a un bon mélange entre réalisme et romantisme. Et en fait c'est intéressant parce que dans ma vidéo, je l'avais pas forcément abordé comme ça, et c'est en lisant des articles sur le sujet, en revoyant des choses, je me suis dit, ah mais oui, en fait, il y a vraiment ces deux éléments-là. J'avais pas touché du doigt, disons, quand j'avais fait ma vidéo en 2023. Ensuite, en troisième partie, j'ai voulu parler du mythe de la femme fatale. Donc là, j'ai fait aussi une vidéo entière dédiée à la femme fatale, donc j'avais de la matière pour leur faire étudier. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, j'avais parlé de la dame aux camélias, mais je m'étais pas trop concentrée dessus parce que j'avais déjà dédié une vidéo. La femme fatale, c'est intéressant de situer en fait étymologiquement d'où ça vient de fatum, le destin. Ça peut être marqué par le destin. Ça peut être inscrit dans le temps, donc inéluctable, ou bien marqué par la mort, et ça c'est des choses qu'on retrouve dans les différentes figures de la femme fatale. Donc si ça vous intéresse, j'ai dédié une vidéo à la figure littéraire de la femme fatale. Je leur parle de différentes femmes fatales qu'on peut voir dans la religion, par exemple le personnage d'Ève, etc. Dans l'Antiquité, le personnage la reine Cléopâtre, qui est aussi une figure souvent présentée comme étant la femme fatale, la séductrice, celle qui fait perdre la tête aux hommes, celle qui leur fait perdre leur honneur. Flavius Joseph disait d'elle: elle fit d'Antoine l'ennemi de sa patrie par la corruption de ses charmes amoureux, par ses charmes en plus exotiques, ce qui ajoute au côté un peu luxure de Cléopâtre, cette espèce de... Il y a un côté un peu raciste à souligner le caractère exotique, mais c'est dire, voilà, c'est un danger pour la virilité des hommes, elle va contre la vertu de pudeur qui était attendue des Romains et surtout des Romaines. Et donc, parlant de femme fatale, forcément je ne pouvais qu'aborder Manon Lescaut, parce que franchement, parler de la dame aux camélias sans parler de Manon Lescaut, pour moi ça n'a pas de sens, mais c'est parce que je suis absolument obsédée par Manon Lescaut. Manon Lescaut, c'est un roman de l'abbé Prévost qui a été écrit en 1931 et qui, il me semble, pose le mythe de la femme fatale,
parce qu'il y a cette notion de destin, donc fatum, il y a une dimension un peu de tragédie antique chez Manon Lescaut, puisque le chevalier des Grieux, au début, il y a la même structure que la Dame aux Camélias, en fait, au début, raconte à un narrateur son histoire, il lui dit que Manon est morte et qu'il va lui raconter son histoire, comment ils en sont arrivés là. Il est à ce moment-là inconsolable, donc on voit vraiment que c'est la même chose dans la Dame aux Camélias. Et on voit qu'en fait, je leur fais étudier la réécriture de la Dame aux Camélias, enfin la réécriture de Manon Lescaut dans la Dame aux Camélias, le fait que il y a de la métatextualité, puisque Armand a offert à Manon un exemplaire de Manon Lescaut, il a écrit son nom à l'intérieur, et c'est ce livre qui met en contact le narrateur avec l'histoire des deux amants. Donc vraiment, si on n'a pas compris la référence à Manon Lescaut, c'est écrit noir sur blanc dans le livre. Toutes les deux, elles ont le même destin puisqu'elles sont transcendées par l'amour et par la mort, même si Manon est un peu plus rattrapée par son destin que Marguerite. En fait, Manon, elle est un peu rattrapée par son karma, on va dire, puisque c'est quand elle se tourne vers la vertu qu'advient sa mort en lien avec ça. Et on se dit aussi que Marguerite dans la Dame aux Camélias, peut-être que si elle avait vécu de manière un peu plus réglée, un peu plus saine, elle aurait peut-être pu guérir de la tuberculose. En tout cas, le baron lui dit constamment qu'il faut qu'elle se repose, qu'elle arrête de voir des gens, etc. Donc peut-être que si elle avait suivi ce conseil-là, elle n'aurait pas rencontré Armand, hein, bien sûr, mais elle n'aurait pas été... elle ne serait pas tombée malade et elle serait pas morte. Ou en tout cas, elle aurait pu guérir. Et en fait, dans les deux, il y a une dimension de une femme pour qui un homme vertueux adopte un comportement antisocial. Et en fait, ce qui fait la différence entre les deux, c'est que le chevalier des Grieux, il adopte une position en fait qui est misogyne d'une certaine manière, mais qui est tragique, où il y a de la transcendance. Il dit « ça n'est pas moi », elle a été mise là sur mon passage par le destin, etc., etc. Alors que c'est pas du tout le propos d'Alexandre Dumas. Lui, il croit pas à la transcendance, ou en tout cas, il ne la met pas dans son ouvrage, même s'il est mentionné la piété notamment de Marguerite vers la fin. Lui, son propos, c'est pas de dire c'est la faute du destin, mais plutôt c'est de la faute de la société. Donc c'est là qu'il y a quand même une différence majeure à mon avis. Et ils ont tous les deux aussi un principe de récit enchâssé qui est très caractéristique du 18e, qu'on retrouve un peu au 19e. Et j'en parlais au début, le fait que le héros parle avec un narrateur et raconte son histoire, c'est ça les récits enchâssés. Voilà, c'est les axes que j'ai étudiés avec mes étudiants sur la Dame aux Camélias. Je leur disais que s'ils avaient aimé la Dame aux Camélias, ils pouvaient lire Nana de Zola, ils pouvaient lire aussi Manon Lescaut de l'abbé Prévost, ou bien Carmen de Prosper Mérimée, qui sont 3 livres où il est question de femmes fatales et que je leur conseille parce que je les trouve tous excellents. Donc voilà ce qui est de l'analyse d'Alexandre Dumas, enfin de la Dame aux Camélias. J'espère ne pas faire de grosses bourdes ou ne pas passer complètement à côté d'un pan entier de l'histoire. J'essaierai, je pense, l'an prochain de passer un petit peu plus de temps à analyser le texte, à choisir des extraits, à parler un peu champ lexical, etc. Je pense que j'ose pas trop le faire parce que j'ai cette espèce de... comment dire, je me sens un peu timorée parce que je me dis « Ah, mais t'es pas enseignante, etc. » Bon, en même temps, j'ai quand même un certain bagage en termes d'analyse littéraire par le biais de mes études, donc voilà, faut que je passe, faut que j'aille au-delà de mon syndrome un peu d'imposteur et que je me dise... oui, tu n'es pas enseignante de lettres, en même temps tu sais quand même aussi un peu analyser un texte, tu as des restes, tu peux le faire, et donc j'ai essayé de le faire au fur et à mesure des cours, mais au début dans la Dame aux Camélias, j'avais pas trop osé aller sur des aspects un peu textuels, et c'est une de mes résolutions l'an prochain d'amélioration de mes cours. Donc ça c'était mon analyse de la Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas. Ensuite, je vous disais, le livre suivant que je leur ai fait étudier, c'est Dans la forêt, et pour ça j'ai acheté une autre version en fait chez Hatier,
qui là est en fait faite pour l'analyse en collège. Alors ok, est-ce que c'est pas un peu difficile à aborder en collège? Est-ce que c'est pas plutôt pour le lycée? Bon, peu importe. Moi je faisais étudier à des étudiants de L3 et j'ai voulu l'acheter dans cette édition. Je trouve que celle-ci est quand même beaucoup plus jolie, mais j'ai voulu acheter cette édition parce que c'est intéressant pour moi d'avoir l'appareil critique. Et j'ai trouvé notamment que c'était vraiment, vraiment intéressant tout ce qui était donné là. Ça m'a donné plein de pistes de lecture pour l'analyse. Voilà, pour vous montrer, il y a Que se passe-t-il à l'époque, il y a des présentations de l'autrice, je crois qu'il y a même voilà, il y a une espèce de petite interview de l'autrice qui m'a appris quand même pas mal de choses. Il y a vraiment, c'est vraiment intéressant. Ils présentent, ils font des petits storyboards, etc. pour faire suivre aux étudiants. Enfin, franchement, vraiment bien, quoi. Alors, ah tiens, je vois d'ailleurs texte abrégé. C'est pour ça que j'avais jamais réussi à retrouver dans cette édition. Oh, les petits coquins. Oh, les petits coquins. Je me demande s'ils n'ont pas enlevé, parce que j'ai pas réussi à le retrouver dans cette édition, je me suis dit que j'avais mal cherché. J'ai pas réussi à retrouver la scène de sexe entre les deux sœurs, dont on a pas mal parlé avec mes étudiants, parce qu'ils avaient été assez choqués. Et donc je les ai... Voilà, c'était intéressant d'en discuter. Ah, d'accord. Bon, ben je dirais que l'an prochain qu'il faut pas lire celle-ci. Ou en tout cas, ceux qui le liront, je leur dirai que bah, c'est pas bien, parce qu'il y a écrit texte abrégé. Bah vous voyez, je découvre des trucs. Donc il faut lire ça. Voilà, il faut lire cette édition-là. Donc, peut-être pour vous indiquer les axes de lecture... ah, ça me choque. Franchement, ça me choque que ça soit abrégé. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont enlevé d'autre, mais d'où vous censurez, quoi. Enfin... oui, elle pose question, cette scène, mais en fait, elle fait partie de l'œuvre, quoi. Bon, bref, ça me chafouine, les axes d'analyse. D'abord, c'est le fait de parler du roman d'apprentissage. Et en fait, le concept de roman d'apprentissage, c'est quelque chose qui revient dans d'autres œuvres qu'on aura étudié, notamment Kim Ji-young, né en 1982, c'est aussi un peu un roman d'apprentissage, mais en tout cas je leur ai vraiment expliqué ce qu'était un roman d'apprentissage. Donc le fait que en allemand c'est le Bildungsroman qui a été inventé vers le XVIIIe siècle, à une époque où voilà, il y a les Lumières, il y a l'intérêt pour la pédagogie, pour l'individu qui se développe. Donc le principe du roman d'apprentissage, c'est qu'il court sur le temps long et que le héros, l'héroïne, en fait, doit apprendre à se débrouiller avec les choses-trappes que son environnement peut mettre sur son passage, et il en sort grandi d'une certaine manière. Donc il y a une dimension un peu didactique. Et ce que j'ai vu dans La Forêt, c'est que il y a une idée de choisir son destin. Peut-être juste une petite pause. Si jamais vous n'avez pas lu ce livre, je vous le conseille très largement. Par contre, je vais devoir vous dire ce qui se passe à plusieurs endroits du roman, au milieu, à la fin. Voilà, si vous l'avez pas lu, je vous déconseille de regarder cette partie-là de la vidéo parce que c'est vraiment dommage. Ça vaut vraiment le coup de le découvrir sans avoir sans savoir ce qui se passe dedans. Donc voilà, juste pour info, comme mes étudiants normalement l'avaient lu avant de commencer, bah forcément ils ne pouvaient pas être spoilés, disons. Donc je trouve que en fait on voit dans ce roman que les héroïnes sont amenées à choisir leur destin. Au début c'est des enfants, elles sont avec leurs parents, et puis finalement à la fin elles se retrouvent seules. Il y a différents rites de passage à l'âge adulte. Elles font des expériences qui sont censées être un peu canoniques pour le passage à l'âge adulte. Elles découvrent la sexualité de manière assez différente, sous un angle amoureux pour Nell et Ellie, ou sous un angle violent à travers le viol d'Eva. Mais elles font aussi l'expérience de la maternité d'Eva, puisqu'elles élèvent ensuite ensemble le fils d'Eva, et elles font des choix, puisque Nell elle choisit de rester là où elle est avec sa sœur et de ne pas partir avec Ellie à la recherche d'une éventuelle chimère. Elles apprennent aussi à découvrir les plantes, elles apprennent aussi à tuer pour se nourrir.
Donc il y a vraiment choisir son destin. Elles apprennent aussi à se détacher de ce qui les lie à leur passé. Puisqu'en fait au début elles passent un long temps chacune à continuer à faire les activités qu'elle faisait avant l'effondrement de la société. Et donc dans cette société, Eva, elle devait faire de la danse, et Nell, elle devait entrer à Harvard ou je ne sais quoi, et donc l'une révise ses examens et l'autre s'entraîne à sa danse. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'université, donc tout ça ne sert plus à rien, et c'est accepter la fin de cet ancien monde et aborder le nouveau autrement. Et donc il y a une bascule en fait dans le roman. Pour moi, le viol d'Eva, il constitue vraiment une bascule puisque les héroïnes arrêtent d'être reliées à leur passé et se tournent vers l'avenir, mais y compris un avenir qui est plein de dangers. Elles doivent apprendre en fait à la fois à se protéger et à faire naître et élever l'enfant. Le roman d'apprentissage, il fait qu'on change de point de vue. Le point de vue, c'est en fait devenir prudent. On le voit notamment, je crois que c'est juste après la mort du père, je leur mets une citation. Après la mort du père, on voit que soudainement, elle voit son cadavre et elle regarde la forêt et elle se sent extraordinairement seule et elle se rend compte que ça peut être violent en fait comme lieu, donc elle change de point de vue sur cette nature, cette forêt protectrice, pleine de ressources, mais qui est aussi un lieu de danger. Donc ça, c'est quelque chose que je développe ensuite. Ensuite, ce qui est important à voir dans ce roman, à mon sens, c'est que c'est un roman qui est écologique et qui est post-apocalyptique, et les deux sont assez liés. Là, entre nous, c'est une partie où je suis pas très satisfaite de l'ordre de mon propos, donc voilà, je sais que je devrais un peu le remanier. En fait, la nature, elle a plusieurs fonctions dans la forêt. Elle a une fonction de lieu enchanteur, de lieu protecteur, puisque initialement, les parents de Nell et Eva se sont installés là pour faire l'école à domicile de leurs enfants, un peu sur cette logique de la forêt, la nature comme meilleure école de la vie, blablabla. C'est très américain d'ailleurs ça comme fonctionnement. C'est un peu la terre nourricière, le safe made man, donc je leur parle aussi de qu'est-ce que c'est le safe made man, cette idée de la terre vierge sur laquelle on est arrivé. Il fallait se défendre, il fallait avoir des armes, etc. Elles ont des armes d'ailleurs, elles ont un fusil. Donc leur parler du deuxième amendement, enfin c'est des choses en fait qui sont vachement importantes dans la culture américaine et qui irriguent aussi toute la littérature américaine du nature writing, etc. Une littérature que moi j'aime beaucoup, et c'est vrai que si on n'a pas quelques éléments de l'histoire ou de la culture américaine, on risque de passer à côté d'un certain nombre de choses, et c'est important pour moi de leur dire, parce que c'est des étudiants qui, certains sont un peu plus âgés, mais qui ont 19-20 ans, et donc c'est intéressant aussi qu'ils apprennent certains éléments de la culture américaine. Ensuite, c'est un lieu qui est plein de ressources, puisqu'elles apprennent à se nourrir de la forêt, elles apprennent les plantes, elles découvrent les plantes, elles apprennent à cuisiner à partir des fruits de la forêt, et en même temps elles apprennent aussi, même si c'est un moment douloureux, mais à chasser pour pouvoir se nourrir, puisque Eva étant anémiée pendant sa grossesse, elle a besoin de viande. C'est un lieu qui est aussi paradisiaque de par la beauté de toutes ces plantes, de toutes les fleurs, et en même temps c'est un lieu, il y a un côté un peu Adam et Ève, Nell et Ellie qui découvrent l'amour ensemble dans cet endroit un petit peu enchanteur, mais c'est aussi et beaucoup un lieu de danger, donc c'est un lieu où peuvent surgir les hommes qui peuvent être infiniment plus dangereux que la nature, mais la nature elle-même aussi peut être dangereuse, puisque c'est dans la nature que leur père est mort, c'est en essayant c'est en utilisant sa tronçonneuse qu'il meurt en fait, qu'il se blesse mortellement. Donc l'idée dans ce livre, c'est que le danger peut surgir de n'importe où, donc c'est un lieu refuge et un lieu de danger en même temps. Et pour parler plus précisément du côté post-apocalyptique, donc dans la forêt, ça commence avec ces héroïnes qui vivent
avec leurs parents et le monde s'effondre, leurs parents meurent, donc elles se retrouvent seules à devoir survivre, donc c'est bien après ou plutôt pendant et après l'apocalypse. Et même si c'est un peu flou les raisons pour lesquelles la société s'est effondrée, en tout cas l'autrice n'est pas extrêmement explicite, on comprend que c'est un peu les dérives de nos sociétés qui ont fait que nos institutions et tous les garde-fous qu'on avait mis dans nos sociétés se sont effondrés et donc les individus se retrouvent livrés à eux-mêmes dans une logique de la loi du plus fort, etc. Donc ce côté ne comptons que sur nous-mêmes, c'est très important dans la culture américaine avec voilà, les Pilgrim Fathers, etc. qui sont arrivés sur une terre qui est considérée comme vierge. En fait, il y avait des populations autochtones, mais qui était extrêmement vaste et avec beaucoup de place. Donc c'est se protéger soi-même et les siens contre la violence du monde. Et ça c'est très fort dans le discours post-apocalyptique de Dans la forêt. Enfin, il faut parler de l'aspect survivaliste. Le survivalisme, c'est né dans les années 60, aussi dans un contexte de guerre froide, etc. Il y a une dimension survivaliste parce qu'elles apprennent à ne se fier qu'à elles-mêmes, à être autosuffisantes et à se protéger. Voilà, je leur explique ce que c'est que le survivalisme, ils connaissent pas forcément tous. Comme Dans la forêt, ça a été écrit en 1996, bah, c'est une époque où il y a un réchauffement climatique, où certes l'URSS s'est effondrée, donc il n'y a plus ce clivage Est-Ouest qui avait donné des sueurs froides, notamment avec la crise de Cuba dans les années 60. C'est aussi une époque, les années 90, un peu de triomphe du capitalisme, de la surconsommation, donc avec les enjeux climatiques qui sont déjà largement connus, forcément on se dit bon les gars on va dans le mur. Donc ce livre a été écrit aussi dans cette logique-là, cette logique de ok on voit qu'on va dans le mur. Donc là, à l'heure où on est, on voit encore plus qu'on va dans le mur, mais on continue à aller dans le mur comme c'était déjà le cas dans les années 90. Et ça, c'est quelque chose qui est forcément présent dans la tête de l'autrice quand elle écrit. Elle a une propriété de 22 hectares aux États-Unis et donc elle vit dans ces forêts et elle les entretient, donc elle est consciente de tous les enjeux et de tous les problèmes du réchauffement climatique et de la surconsommation. Et je ne peux pas parler d'un roman américain écologiste et qui met en valeur des personnes dans un contexte survivaliste sans évoquer Walden de Thoreau. C'est quand même le grand livre écologiste du début du 19e siècle américain qui est vraiment extrêmement présent dans toute la littérature du nature writing, etc. américain. Donc j'en profite pour leur présenter cet ouvrage, le fait que c'est un pamphlet où Thoreau raconte son expérience au bord du lac Walden, où il a passé 2 ans à vivre dans une cabane qu'il a construite lui-même. Bon, dans les faits, il n'était pas aussi autosuffisant qu'il le prétend, mais le but c'est de montrer que c'est possible, qu'on peut le faire, et c'est un livre qui a énormément influencé la littérature américaine, donc c'est important pour moi de leur faire découvrir cet ouvrage. Donc je parle de Walden et je parle aussi du transcendantalisme qui est aussi à l'origine de la pensée écologiste, forcément de Thoreau et de manière générale. Dans le transcendantalisme, il y a la bonté inhérente de l'homme et de la nature, le fait qu'on est corrompu par les institutions et que la meilleure façon de vivre, c'est une communauté d'individus autonomes et indépendants. Donc ça, c'est clairement ce qu'on voit dans La forêt. Ensuite, c'est un roman qui est très souvent cité comme étant écoféministe. Donc le côté écoféminisme, il est vraiment important dans ce roman, parce que le côté écologiste, on l'a vu, c'est la place qu'a la forêt, et en même temps le côté féministe il est sur la sororité, donc c'est ces 2 sœurs qui se soutiennent, qui se disputent mais qui en même temps avancent ensemble et font des choix ensemble. Le fait que l'homme représente une forme de danger en fait dans
dans leur vie. L'homme, il y a des figures positives, Ellie et le père, mais il y a cette figure non nommée du violeur. C'est important de souligner aussi que statistiquement, les femmes sont souvent plus sensibles aux enjeux environnementaux parce que la culture les pousse à développer l'empathie, développer le care, etc. Donc peut-être à ce moment-là, j'évoque Françoise d'Aubonne, que je n'ai pas lue, j'aimerais bien la lire. D'ailleurs, j'aimerais bien lire un peu plus de choses autour de l'écoféminisme et peut-être faire une vidéo sur qu'est-ce que c'est l'écoféminisme et des romans écoféministes. On pourrait citer évidemment Dans la forêt, mais il y en a d'autres. Donc c'est tous ces aspects que j'aborde avec mes étudiants pour parler de Dans la forêt. C'est vrai que j'avais des éléments déjà en tête et il y en a d'autres qui m'ont été donnés par ce livre qui est vraiment très bien, qui m'a pas mal apporté. Donc voilà, donc c'est l'analyse que je fais de Dans la forêt. Ensuite, le troisième livre que j'ai fait étudier cette année, c'est Kim Ji-young, né en 1982, de Cho Nam-joo, donc c'est un roman coréen. Et je l'avais acheté également dans cette édition, donc c'est chez Nathan. Est-ce que là aussi c'est abrégé? Je pense que c'est en intégrale. Ça m'a aussi donné des pistes, il est vraiment bien fait. Alors j'ai préféré l'édition, même si elle est abrégée, de Dans la forêt, mais celle-ci était pas mal. Elle fait des pauses quand on lit, donc c'est intéressant pour les élèves. Voilà, ils lisent et puis après il y a écrit une pause. Est-ce que vous avez bien lu? Donc il y a un petit quiz et ensuite on pose des questions, on élargit enfin voilà, on précise des points de vocabulaire, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal fait. Visiblement à la fin, en fait ils ont l'air de dire qu'on peut l'étudier au collège et au lycée. Ils font une analyse un peu en 3 parties, version collège et version lycée. Donc version lycée c'est intéressant parce que c'est un petit peu plus travaillé, donc moi ça m'a un peu plus intéressée. Je dois dire que c'est un roman qui en fait était pas évident à analyser parce qu'en fait, j'avais pas énormément de choses à en dire en soi parce que je trouve que l'écriture elle est volontairement très plate. L'héroïne n'est pas énormément caractérisée. Tout ça c'est volontaire, je dis pas que c'est un défaut de l'ouvrage, mais ça fait que au début je me suis dit mais de quoi tu vas parler à propos de cet ouvrage? Pourtant c'était moi qui l'avais choisi. Et finalement j'ai orienté mon analyse sur découvrir la société coréenne, et là le livre m'a pas mal aidé, me donner des éléments, puis j'ai fait des recherches, et ensuite montrer comment le roman illustre cet aspect-là. Voilà, c'est peut-être pas extrêmement littéraire comme manière d'analyser, mais ça faisait sens aussi parce que c'est un roman qui est très ancré dans son époque, dans la société qui est décrite, etc. Donc je trouvais que ça avait du sens. Si vous l'avez déjà fait étudier à des élèves ou des étudiants que vous avez abordé ça autrement, je serais très intéressée de savoir. Au début, je présente un peu vraiment très rapidement, très grossièrement, les grandes lignes de l'histoire de la Corée, particulièrement à partir du XXe siècle, le fait que c'est un pays qui a été colonisé ou annexé, je sais pas quel est le meilleur mot, par le Japon entre 1910 et 1945, donc c'est quand même 35 ans, c'est pas rien. Le fait qu'il soit divisé de nos jours entre 2 parties, la Corée du Sud et la Corée du Nord, avec des fonctionnements radicalement différents. J'ai évoqué aussi le fait que c'est de l'actualité très récente, mais c'est quand même en décembre 2024. Donc moi je faisais mon cours en fin février, début mars je crois. Il y a quand même eu un coup d'état, heureusement avorté, mais ça a montré que cette très jeune démocratie, puisque la Corée du Sud n'est démocratique que depuis les années 80, cette jeune démocratie a quand même réussi à tenir le coup, mais en même temps ça montre aussi que tout peut basculer extrêmement vite, quoi, en l'espace de 24 heures. Présenter aussi la Corée, c'est présenter son succès économique, le fait qu'on le cite comme faisant partie des 4 dragons asiatiques, donc Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, Taïwan. C'est un pays qui connaît une forte croissance économique à partir de la deuxième moitié du XXe. Et ensuite, j'ai voulu faire découvrir la culture coréenne, parce que la culture coréenne, en fait, elle est très répandue de nos jours. En tout cas, la K-pop, elle a beaucoup de succès en France.
Les manhwas, c'est les mangas coréens, ils ont aussi du succès, même si on voit peut-être pas forcément la différence. Enfin, nous, on se dit, bon, je lis un manga, mais en fait, voilà, c'est un poil différent, les manhwas. Le fait que les dramas coréens ont aussi énormément de succès, enfin moi je connais plusieurs personnes qui en regardent, c'est pas mon cas personnellement parce que moi je regarde très peu de films et de séries. Voilà, je connais pas mal de gens qui y sont assez sensibles. Mais il y a aussi le cinéma et les séries coréennes sont très connues. Bah, Squid Game, on en a beaucoup parlé, le film Parasite aussi. Donc c'est une culture qui est pas du tout inconnue pour nous en France. Elle est très répandue et au niveau de sa littérature, jusqu'à récemment, on avait un peu du mal à citer le nom d'un auteur ou d'une autrice coréen. Et donc en 2024, c'est Han Kang qui a été sacré prix Nobel de littérature. Donc c'est aussi la reconnaissance d'une littérature coréenne et c'est vraiment... ça montre aussi combien la culture coréenne se répand à travers le monde et c'est une excellente nouvelle. J'aurais bien fait étudier à mes étudiants du Han Kang, mais comme je l'ai jamais lu, je me suis dit que voilà, j'allais commencer par des choses que j'avais lues et que d'ici quelques temps, comme je prévois de lire cette autrice dans le cadre de mon challenge des autrices qui ont eu le Nobel de littérature, peut-être que je serai amenée à la faire étudier. Pour l'instant, je vais rester... Enfin, tant que je continuerai à donner ces cours, je vais rester sur les 4-5 ouvrages dont je parle dans cette vidéo et j'ai des idées pour d'autres que je pourrais faire étudier. Vous vous doutez bien que ma chaîne nourrit mes cours et mes cours nourrissent ma chaîne. Hein. C'est forcément, c'est un peu poreux. Dans ce cours aussi, j'en profite justement pour faire un petit focus sur Han Kang. En fait, ce qui est important à savoir dans la culture japonaise et qu'on retrouve là-dedans, c'est la place du confucianisme dans la société coréenne. Donc j'explique à mes étudiants qui est Confucius, quels sont ses apports, quelle était sa vision, en tout cas de ce que j'en ai compris dans mes recherches, le fait qu'il a inspiré l'humanisme chinois, qu'il promouvait une morale positive qui est rythmée par les rites et la sincérité. Il a fait évoluer le concept de Junzi. Alors je sais jamais prononcer, je sais pas du tout comment ça se prononce en coréen, mais voilà, le concept de Junzi, de gentilhomme, au-delà de la noblesse de rang, c'est une véritable noblesse de cœur, donc c'est une forme de rectitude morale. Pour Confucius, il y avait 3 soumissions qui structuraient la société: la soumission du fils au père, la soumission du ministre au souverain et la soumission de l'épouse à l'époux. Donc ça, on le voit beaucoup en fait, cette notion d'obéissance, de poids de la famille qui est pas tellement soutenante mais qui est plutôt écrasante dans Kim Ji-young. En tout cas, ça m'a vraiment frappée à la lecture et en le réétudiant. Cette notion qu'on voit beaucoup dans des cultures asiatiques de l'importance du groupe. Je sais pas si c'est plus important que l'individu, mais en tout cas il y a une forte pression du groupe sur l'individu. Alors ça a des avantages parce qu'il y a un côté communautaire et en même temps ça a aussi des désavantages parce que l'individu est un peu moins mis en valeur. En tout cas c'est ce que j'en comprends de la culture, enfin des cultures asiatiques, puisqu'évidemment il y en a plusieurs. C'est un roman aussi dans lequel la réussite sociale elle a beaucoup d'importance. C'est très fort dans la Corée qui est très attentive à la réussite scolaire, puisqu'il y a le Seonung, je sais pas si on le prononce comme ça, cet examen d'entrée à l'université, toute la société se met au pas, et c'est quelque chose, il y a des gens qui se suicident en fait. D'ailleurs la Corée est le pays où il y a le plus fort taux de suicide des adolescents, il me semble. Oui, c'est ça, c'est ce que je me suis noté, c'est le taux de suicide des adolescents le plus élevé au monde. Ce qu'on voit, c'est que les parents peuvent consacrer un salaire entier à payer des cours privés aux enfants en vue de réussir cet examen de passage à l'université, ce qui fait de cet examen quelque chose de très exigeant et de très inégalitaire, parce que si vos parents n'ont pas les moyens de vous payer des cours privés, eh ben vous ne réussirez sans doute pas à entrer à l'université. Donc c'est très inégalitaire. Ensuite, dans ce roman, il faut évidemment parler de la place des femmes dans la société coréenne. Et dans le roman,
cette position subalterne qui est héritée de la philosophie confucianiste, montrer les différents jalons dans l'histoire de la Corée, les différentes lois, les différents événements qui ont pu faire évoluer favorablement la place de la femme, et en même temps, par exemple, il se trouve que l'avortement depuis 2021 n'est pas à proprement parler autorisé en Corée, mais en fait il n'est pas interdit, puisqu'en fait il était interdit jusqu'en 2020, et en 2020 la cour, qu'est-ce que c'est déjà, je sais pas ce que c'est, mais la cour suprême, enfin quelque chose comme ça, a estimé que c'était contraire à la constitution. Ils ont donné au gouvernement jusqu'à fin 2020 pour régulariser la situation, mais en fait le gouvernement et aucun gouvernement n'a vraiment osé se lancer là-dedans, de peur de froisser un côté ou l'autre, et donc en fait il y a un vide juridique qui fait que l'avortement n'est pas du tout encadré, et je trouve ça assez regrettable en fait. Ça n'est pas encadré, on peut faire n'importe quoi, et qu'il n'y ait pas de volonté vraiment féministe de l'autoriser et d'y donner... Enfin voilà, de lui donner un cadre, c'est assez regrettable, mais donc il y a ce vide juridique dans lequel est tombé l'avortement, il faut le savoir. Ensuite, en Corée du Sud, il y a, parce que je parle toujours de la Corée du Sud, hein, la Corée du Nord c'est très différent, en Corée du Sud, il y a ce déséquilibre démographique, alors qui était très fort dans les années 90, mais qui s'est un peu résorbé depuis, mais voilà, il y a un déséquilibre démographique, il y a plus de garçons qui naissent que de filles, et on pourrait se dire, ah ben chic, ça fait que les filles, elles ont plus de choix que les garçons, mais en fait c'est lié au fait que les gens avortent beaucoup plus facilement quand ils apprennent qu'ils ont des filles, parce que c'est considéré comme un poids mort en fait, pour une famille, une fille, au contraire d'un garçon, les garçons étant beaucoup plus valorisés, et c'est tout ce que montre le roman. Les garçons ont toujours la primeur dans tout, et c'est complètement intégré par tout le monde. Donc c'est souvent quand vous voyez dans des pays un déséquilibre démographique où il y a moins de femmes, c'est parce que il y a ces avortements. C'est beaucoup le cas en Inde par exemple, où il y a plus d'hommes que de femmes, et bien c'est parce que en Inde, il y a encore, même si c'est interdit, la dot, et donc les gens se disent je vais me ruiner avec une dot, je préfère abandonner mon enfant ou avorter, etc. Je sais pas si c'est autorisé d'ailleurs l'avortement en Inde. Je crois que c'est autorisé, mais bon, voilà, il se fait pas forcément toujours pour des bonnes raisons. Ensuite, peut-être dans cette perspective féministe, c'est important pour moi d'évoquer le mouvement 4B, dont j'avoue j'avais jamais entendu parler jusqu'à l'élection de Trump. Et le mouvement 4B, il est venu de Corée, et c'est un mouvement en fait qui dit ne pas se marier avec des hommes, ne pas sortir avec des hommes, ne pas avoir des relations sexuelles avec des hommes, et ne pas avoir d'enfants. Donc c'est un mouvement assez radical qui entend protester contre toutes les inégalités dont sont victimes, notamment dans la sphère domestique, les femmes. Mais pour autant, il faut faire assez attention, parce que c'est un mouvement qui a été lancé par un site web qui s'appelle WOMAD, mais qui en fait est misandre, homophobe et transphobe. Bref, c'est fantastique. Donc si vous voulez vous lancer dans le mouvement 4B, sachez que les personnes dont vous vous réclamerez ont des positions qui sont, disons, discutables, ou en tout cas moi je ne suis pas en accord avec des gens qui sont misandres, homophobes et transphobes. Ensuite, pour continuer à parler de la lutte pour les droits des femmes dans le roman et en Corée en général, il y a un épisode assez long dans le roman qui est dédié au phénomène du molka. Le molka, c'est un phénomène très répandu en Corée du Sud où des gens, a priori plutôt des hommes, filment à leur insu des femmes et en fait éventuellement les mettent sur des sites porno, donc ils filment les toilettes dans le roman. On voit vraiment la réaction de l'entreprise est totalement misogyne, puisque elle préfère étouffer l'affaire. D'abord la manière dont c'est découvert par les femmes est vraiment révélatrice de la misogynie ambiante. C'est un peu comme le procès de Mazan, c'est-à-dire que personne ne l'a dénoncé à la police, quoi. C'est les hommes, en fait c'est juste un des hommes qui sortait avec
avec une des femmes, lui a dit «Ah, va pas dans telle toilette, hein, et elle lui a tiré les verres du nez, et il a fini par lui avouer. C'est un peu cette misogynie de on a vu ça, on voit que c'est nos collègues, on ne le dénonce pas, et ensuite la société et l'entreprise où travaille Kim Ji-young essaie de faire taire ça en disant aux femmes mais pourquoi est-ce que vous voudriez le faire savoir à la police, les hommes qui les ont vus, vos collègues de travail, ça va détruire leur vie, et puis vous, ça vous fera une mauvaise pub, etc. Et en fait, les femmes se disent, bah, moi, maintenant, mon image de moi, assise dans les toilettes et sur des sites porno regardés dans le monde entier, j'ai l'impression que les gens dans la rue, ils me reconnaissent, enfin c'est abominable, il y en a une qui fait une tentative de suicide, elles sont en dépression, etc. Et l'entreprise pense à ces pauvres hommes dont la vie serait détruite. Eux, visiblement, se sont pas posé la question. Donc en tout cas, c'est un épisode assez fort, et ce phénomène s'appelle le molka. C'est très répandu en Corée du Sud. Et entre nous, moi j'ai lu un article récemment en Île-de-France, il y a un centre culturel où un agent technique a découvert un téléphone portable qui filmait dans les toilettes. Alors il n'était pas précisé si c'était toilettes des femmes. C'est quelque chose qui a lieu en France aussi, j'espère, de manière beaucoup plus anecdotique, mais c'est assez révélateur du fait que les femmes sont des objets et elles doivent être mises à disposition des fantasmes des hommes. En tout cas, c'est un épisode assez fort moi qui m'avait énormément marqué dans le roman. Et ensuite, je trouve que c'est important de parler de la place de la famille dans ce roman, puisque d'ailleurs dès avant la naissance de Kim Ji-young, puisque les parents... je crois que la mère à un moment va avorter d'une fille, puisqu'elle apprend elle va avoir à nouveau une fille et elle avorte, et par contre elle a ensuite un garçon et donc elle le garde. Mais la discrimination, en fait, elle est présente déjà dans la famille avant la naissance, pendant l'enfance de l'héroïne. C'est toujours le petit frère qui est privilégié, qui a les meilleures parts, qui est traité un peu comme un roi. D'ailleurs, dans le livre, dans la version que j'ai là, comme ça, il y a une citation de l'autrice qui dit « Je me souviens que lorsque ma mère travaillait, c'est ma sœur et moi, encore enfants, qui préparions le repas de mon frère et de mon père, pourtant tous deux adultes. » Mais c'est horrible, c'est horrible. Bref, bonjour le travail des enfants. Et en même temps, c'est pas tout blanc ou tout noir dans ce roman, puisqu'il y a des figures féminines qui sont assez positives, la figure de la mère, la figure de la sœur. Alors la mère, tient un commerce, se bat toute sa vie, et essaie de mettre en valeur le fait d'être une femme et l'empowerment des femmes. La sœur, au début, elle en a des velléités, mais elle est un peu rattrapée par la vie. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, j'évoque assez rapidement auprès de mes étudiants l'impact que ça a eu Kim Ji-young, le fait que la municipalité de Séoul a alloué des fonds supplémentaires pour la garde d'enfants en faisant référence au personnage de Kim Ji-young, le fait qu'il y a eu une adaptation en film, qui a eu énormément de succès, puisque déjà le livre a eu énormément de succès, mais par contre il y a eu un backlash comme d'habitude quand il est question de féminisme, puisqu'il y a des masculinistes qui ont lancé une campagne pour écrire un livre qui serait une parodie de Kim Ji-young, puisqu'ils voulaient, je cite, parler du sexisme inversé subi par les hommes sud-coréens. Et il y a eu du harcèlement en ligne contre les stars qui avaient dit qu'ils avaient lu Kim Ji-young, contre la réalisatrice du film, etc. Donc le sexisme inversé subi par les hommes sud-coréens, j'aimerais en avoir des éléments un peu concrets. Mais c'est l'occasion aussi de faire découvrir aux étudiants le concept de backlash. Voilà, je pars assez rapidement sur ce sujet. Et ensuite, ce qu'il y a à noter quand même dans ce roman, c'est une narration qui est assez particulière, puisque c'est un roman où il y a un mélange de romans, d'études sociologiques et d'autofiction, puisque l'héroïne est un peu inspirée de la vie de l'autrice. D'ailleurs, ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, c'est quelque chose d'ailleurs qui plaît pas forcément trop aux gens. Enfin, moi j'avais adoré, mais il y a des gens, ça les gêne dans la lecture. Vous savez, dans Kim Ji-young, les aspects un peu statistiques, ils sont insérés dans le récit, donc ça fait comme une pause dans le récit. Et en fait, j'ai appris que ça, c'était la version française, parce que la version coréenne,
c'est sous forme de notes. C'est très étonnant ce choix, et quand on découvre ça, en fait, ça change pas mal la vision qu'on peut avoir de ce roman. J'explicite dans cette partie un peu le côté, voilà, ces 3 registres de la narration, le fait qu'il y a 3 parties, une partie, enfin que c'est un peu un récit d'une femme et qui est encadré par 2 récits d'hommes, le psychiatre et le mari, et donc montrer les enjeux de l'un et de l'autre, etc. Je note aussi, enfin voilà, pour conclure, je leur dis que si jamais ils ont apprécié le livre, peut-être qu'ils apprécieront aussi Certaines n'ont jamais vu la mer de Julie Otsuka, Les Bienveillantes de Jonathan Littell, alors sujet complètement différent, mais c'est pour le principe de la narration un peu étonnante, puisque Les Bienveillantes c'est le point de vue d'un SS, donc c'était pour leur dire voilà, si vous aimez les narrations un peu étonnantes. Je n'ai pas lu Les Bienveillantes, et j'avoue j'ai pas trop l'intention de le lire, je suis pas sûre d'avoir envie d'être dans la tête d'un nazi. Et Anima de Wajdi Mouawad, aussi pour la narration un peu étonnante. Et ah oui, non, en fait, c'est pas totalement la conclusion, puisqu'après je parle du caractère un peu implacable de la situation des femmes dans ce récit. On préfère faire taire les victimes que de s'attaquer aux coupables et aux vraies raisons du problème, donc là c'est l'épisode du Molka, et montrer aussi à travers le récit du psychiatre que même des hommes qui sont conscients, qui sont sensibilisés, en fait, ont encore des biais discriminants, même les femmes aussi ont des biais discriminants. Donc il y a un peu cette sensation que c'est un peu pessimiste, quoi. On sort de là, on se dit vraiment il y a une petite avancée, et à chaque fois que de souffrance, que de sacrifice pour toutes les femmes qui vivent dans cette situation. Oui, donc si on a aimé Kim Ji-young, alors je sais pas trop pourquoi j'avais proposé de lire Sorcière de Mona Chollet. C'est parce que c'est un roman, enfin c'est pas un roman d'ailleurs, c'est un essai féministe que je trouve très enlevé, qui fait vachement réfléchir à voilà, la question de la place de la femme. Moi j'avais bien aimé, même si j'ai un peu du mal avec ce type d'essai qui pallie un manque de rigueur scientifique par le fait de parler de soi, mais bon, ça a d'autres avantages. Certaines n'avaient jamais vu la mer, et Le fusil de chasse de Yasushi Inouye, parce que voilà, parlons de littérature asiatique, je place toujours ce livre que j'aime infiniment. Donc c'est comme ça que je fais étudier Kim Ji-young, et je dois dire que cette année, on verra si l'an prochain c'est la même chose, ils m'ont dit que c'était le livre qu'ils avaient préféré étudier, et j'ai trouvé que les étudiants étaient assez... Enfin, c'était un cours très vivant, très... voilà, où ils réagissaient, où il y en avait plusieurs qui étaient familiers de la culture coréenne, donc c'était très chouette de leur faire découvrir. Enfin, le 4e livre que je leur fais étudier, c'est donc La Place d'Annie Ernaux. Je trouve que c'est un livre, je crois que c'est celui où ils ont eu le plus de mal d'ailleurs à lire. C'est pas très étonnant parce que c'est, entre guillemets, c'est pas le plus prenant d'une certaine manière. C'est un livre que je trouve vraiment intéressant à étudier parce qu'il permet de découvrir l'œuvre d'Annie Ernaux. Je le trouve très accessible, ce rapport au père, ce rapport à ce type d'homme. On connaît tous des hommes qui sont un peu comme le père d'Annie Ernaux, et c'est vraiment intéressant. Puis ça permet d'aborder un aspect social qui est vraiment important et qui là est vraiment... ancré dans notre société contemporaine française, ce rapport de classe, etc. Ce qu'on voyait moins forcément dans les autres. Alexandre Dumas, c'était situé il y a quasiment 200 ans, donc c'est un peu plus ancien forcément, et les autres ils se passent pas dans nos pays, et je trouve qu'Annie Ernaux, elle est très contemporaine, et quand bien même c'est pas votre classe sociale, en fait elle peut quand même vous toucher dans les combats qu'elle porte et la justesse des analyses qu'elle fait. En tout cas moi j'aime beaucoup. C'est l'occasion aussi de parler du style du genre de l'autofiction qui est quand même très répandu en France. Je pense que c'est un peu une caractéristique française. Je sais pas si ça existe trop dans d'autres pays, mais en tout cas c'est important qu'ils le découvrent. Et donc au début je passe un certain temps à expliquer qu'est-ce que c'est une autofiction et surtout qu'est-ce que c'est une autobiographie, pour montrer la différence entre les deux. Là je me fais plaisir en expliquant le pacte autobiographique, les deux ouvrages fondateurs de l'autobiographie, donc les Confessions de Saint-Augustin et les Confessions de Rousseau. Comme le pacte autobiographique tel que défini par Philippe Lejeune, c'est en fait l'auteur s'engage auprès du lecteur à une forme de sincérité, à être proche de la vérité, à lui dire les choses. L'autofiction
brise un peu ce pacte en intégrant la fiction à la vérité, si bien qu'il est difficile de savoir qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui n'est pas la vérité, enfin qu'est-ce qui relève de la fiction. L'auteur devient un personnage, devient un narrateur véritablement. Ensuite, je passe un certain temps aussi à parler de la vie d'Annie Ernaux, parce que la vie d'Annie Ernaux, elle est complètement dans ses œuvres, et donc ça permet de voir en fait son cheminement, qui est voilà, le sujet du livre aussi, puisque dans La Place, elle fait le constat qu'elle n'a plus rien à dire à son père à partir de l'adolescence, parce que leurs codes sociaux sont devenus trop différents. Elle a intégré un établissement catholique privé qui met, voilà, qui met en valeur la culture bourgeoise, etc. Et en fait, son père, il vient pas du tout de ce milieu social, donc au bout d'un moment, en fait, ils n'ont plus rien à se dire. Après, je me suis rendu compte aussi en faisant le cours que parfois, comme j'ai lu pas mal de livres d'Annie Ernaux, j'en ai lu 8 en tout, j'ai un peu du mal à situer qu'est-ce qui est dans quel livre. Il y a eu un moment où je leur ai fait faire un petit quiz, où notamment je leur demandais vrai faux, le père d'Annie Ernaux a tenté de tuer sa femme. Ils m'ont tous dit non. Je leur ai dit ah mais si, il a failli commettre un uxoricide, et ils m'ont regardé comme ça, genre ah bon. Et donc je me suis dit oups, ça doit pas être évoqué dans La Place. Il me semblait que c'était évoqué, mais en fait je l'ai lu il y a 2 ans, et comme j'en ai lu plein et qui parlent un peu tous des mêmes sujets, je ne savais pas que ça n'était visiblement pas évoqué dans La Place. Aborder Annie Ernaux, c'est aussi aborder une littérature féministe, puisqu'elle parle de son avortement, elle parle des difficultés d'être une femme mariée tout en voulant être artiste, du fait qu'on a des grandes convictions pendant sa jeunesse, et que lorsqu'on devient marié, qu'on devient mère, ben c'est difficile d'appliquer ça. Alors ça, c'est pas tellement le sujet dans La Place, mais c'est intéressant quand même de le savoir pour aborder l'œuvre d'Annie Ernaux. Et surtout, la particularité de La Place dans l'œuvre d'Annie Ernaux, c'est que c'est la première fois qu'elle adopte l'écriture qu'on lui connaît maintenant, puisqu'avant elle écrivait des romans, d'ailleurs c'était écrit roman il me semble sur ses livres, et après elle n'écrit plus de romans, elle a cette écriture qu'elle qualifie de plate, que parfois on qualifie de blanche en lien avec Roland Barthes, mais en fait elle aime pas trop cette qualification. Et le but pour elle, c'est vraiment de retrouver le langage qu'elle utilisait avec ses parents. Elle dit toute recherche de style ils auraient pris toute recherche de style pour une mise à distance. Elle essaie vraiment de retrouver le langage originel, et c'est sa façon à elle de travailler l'écriture. Ça veut pas dire qu'elle ne fait aucun effort, parce que son écriture est travaillée, elle met de l'émotion. Je cite toujours dans La Place l'épisode assez déchirant de la mort de sa grande sœur, puisqu'elle a eu une sœur avant sa naissance, qui est morte avant sa naissance. L'écriture est très plate, mais le fait de se concentrer sur des détails, de parfois faire des phrases sans verbe ni sujet, c'est aussi une manière de faire passer l'émotion dans l'écriture, et ça, Annie Ernaux, elle est très forte pour le faire. Donc il y a cette place particulière pour moi dans l'œuvre d'Annie Ernaux de La Place, qui montre vraiment l'aspect un peu social. Ses parents qui avaient, écrit-elle, la peur d'être déplacés, d'avoir honte. Cette notion de honte, c'est très fort chez elle, c'est cette honte sociale, etc. Le fait d'être transfuge de classe, ça crée un déchirement où on se sent jamais vraiment à sa place dans l'une et l'autre classe. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le vit, c'est une forme de déchirement. Le fait de parler de classe sociale, surtout à cette époque-là, c'est forcément, on parle de Pierre Bourdieu, donc on parle de la distinction, on parle du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Donc moi, j'ai pas lu La Distinction, donc je passe assez rapidement dessus auprès des étudiants, mais je peux leur parler un peu plus du deuxième sexe. Et d'ailleurs, Annie Ernaux était beaucoup influencée par Simone de Beauvoir. Mais en tout cas, c'est important de leur donner des éléments bourdieusiens d'analyse, puisque ça, c'est quelque chose qui irrigue complètement l'œuvre d'Annie Ernaux. Et Annie Ernaux, elle est aussi connue et critiquée d'ailleurs pour le fait qu'elle utilise des éléments qui sont considérés comme pas nobles. Elle parle du RER dans ses romans, elle parle du supermarché,
parce qu'en fait elle veut vraiment retrouver l'authenticité de ses origines et sortir d'un exotisme un peu condescendant où vous savez, on dirait oh là là, je cite le patois de mes parents, etc. Ça c'est un peu un exotisme condescendant. Pour elle c'est pas exotique, c'est pas condescendant, c'est juste retrouver l'authenticité de ses origines sans la magnifier. Elle dénonce souvent certains travers de ses parents, mais c'est dire authentiquement ce qu'ils étaient. Ensuite, j'ai toute une partie où je reviens particulièrement sur la figure du père, puisque c'est un père aux origines modestes, donc il y avait une certaine conception de l'ascension sociale. C'était un père très attaché à la réussite scolaire de sa fille, sa mère aussi, hein, évidemment. Ils se sont quand même saignés les quatre veines pour qu'elle puisse réussir socialement, puisqu'elle était douée, et de fait, ils ont accepté d'être coupée d'elle, en fait, que le cordon ombilical soit vraiment coupé et qu'elle ne leur ressemble plus, et donc c'est accepter de sacrifier la relation qu'ils ont avec leur fille pour lui permettre de réussir socialement et de vivre mieux qu'eux-mêmes ne vivent. Donc je finis par leur dire que si jamais ils ont aimé Annie Ernaux, ils peuvent lire Nicolas Mathieu, donc je leur cite Leurs enfants après eux, donc moi je l'ai pas lu et j'aimerais bien lire Nicolas Mathieu, mais voilà, ils peuvent lire Leurs enfants après eux, ils peuvent lire aussi Ravage de Violette Leduc, donc moi j'ai lu que je n'ai pas apprécié, mais Ravage c'est aussi de l'autofiction, ça aborde aussi des aspects très intimes, il n'y a pas de dimension sociale chez Violette Leduc dans mon souvenir, mais par contre la dimension intime c'est tout le sujet, et notamment elle aborde la question de l'avortement. D'ailleurs j'avais comparé en fait les scènes d'avortement dans Annie Ernaux, l'événement et Ravage de Violette Leduc dans une vidéo, je vous mettrai le lien en description. Et aussi je leur cite un autre auteur qui est un peu sur les mêmes sujets que Annie Ernaux, c'est Édouard Louis avec En finir avec Eddie Bellegueule, donc je l'ai pas lu, j'ai jamais lu Édouard Louis. C'est un auteur qui est voilà, très influencé par ces questions d'être transfuge de classe, de la classe sociale. Je me suis rendu compte après coup aussi que je pourrais parler de Didier Ribon, avec Retour à Reims par exemple, mais j'y ai pas pensé au moment de faire mon cours, et j'ai pas lu non plus Retour à Reims. Voilà l'analyse que je fais de la place. Donc ce que je propose en fait aux étudiants au dernier cours, c'est un petit jeu de cartes que j'ai fabriqué moi-même. Le but étant de leur faire réviser ou en tout cas aborder les grandes œuvres de la littérature mondiale. Donc j'ai pris 100 œuvres de la littérature mondiale. Alors c'est une liste qui est pas du tout exhaustive, qui est très critiquable, etc. etc. Il y a beaucoup de français, fatalement. J'ai essayé de mettre plein d'autrices et plein de pays hors France et monde anglo-saxon, mais bon, ils dominent quand même un petit peu la liste. Mais j'ai créé en fait un jeu de cartes. Donc le but c'est, si vous connaissez le jeu Timeline, c'est de poser en fait sur une ligne temporelle les différentes œuvres en essayant de deviner, de les placer sur une ligne temporelle. Et donc d'un côté vous avez par exemple, bon c'est pas forcément le bon exemple mais voilà, vous avez Le Maître et Marguerite de Bulgakov, et derrière vous avez le pays, parce qu'on peut y jouer avec une version plutôt, enfin avec un côté zone géographique. C'est un peu plus facile d'ailleurs, et vous avez la date de publication. Alors parfois la date de publication était plutôt le siècle, dans le cas des œuvres antiques, ou même voilà, plusieurs siècles, ou parfois il n'y a pas vraiment enfin la date de publication est posthume et tout, donc j'ai essayé de mixer des fois avec la date d'écriture, mais bref, comme ça, vous posez sur une timeline et vous dites, ah bah tiens, Le Maître et Marguerite, je pense que ça a été publié à tel moment, paf, vous le posez entre telle et telle œuvre déjà placée, vous retournez, vous voyez, ah non, c'est 41, donc je le déplace. En fait, c'était très sympa, je crois que ça leur a bien plu, parce que c'était l'occasion pour eux, en fait, aussi de découvrir des œuvres, et j'en profitais, on a fait ça tous ensemble, c'était collaboratif. Normalement ça avait pas vocation à l'être, mais en fait quand j'ai fabriqué le jeu de cartes je me suis dit putain mais c'est tellement dur en fait, moi qui n'ai aucune mémoire des dates, je me suis dit mais toi-même vraiment t'y arriverais pas du tout, donc on l'a fait tous ensemble. Et le but c'était aussi que je leur dise bah tenez, ça c'est un grand auteur de tel pays, ça c'est vraiment le classique de la littérature africaine, etc. Donc c'était aussi l'occasion d'en parler avec eux.
sachant que moi j'en ai lu une petite moitié des ouvrages qui sont présentés, et ça ne correspond pas non plus forcément à mon palmarès personnel, c'est pas mes 100 livres préférés, parce que je suis quand même sympathique, j'ai mis Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, alors que je trouve ce livre vraiment pas terrible et ringard, pour le dire un peu rapidement, disons, mais voilà, c'est quand même des œuvres qui sont reconnues, peut-être que je l'améliorerai ce jeu, mais en fait je l'ai créé parce que franchement s'il avait existé, si Timeline Littérature avait existé, je l'aurais acheté et je leur aurais fait jouer à ce jeu, mais il n'existait pas, donc j'ai passé de nombreuses heures, je pense que j'ai passé peut-être une vingtaine d'heures en fait à préparer ça, puisqu'il a fallu faire la recherche de toutes les œuvres, les iconographies, imprimer, découper, filmoluxer, etc. Bon bref, ça m'a pris du temps, mais ça leur a plu et j'ai trouvé ça chouette. Et voilà, et d'ailleurs j'en avais parlé sur les réseaux sociaux et vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous aimeriez bien qu'on y joue, donc je vais peut-être faire un live Instagram prochainement pour y jouer, voilà, j'essaie d'un peu de réfléchir à la forme que ça peut prendre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis assoiffée parce que j'ai parlé de manière un peu différente, j'ai parlé assez vite et voilà, et bref, j'espère que c'était pas trop ennuyant mon ton, je crois que c'était un peu différent d'habitude. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous êtes enseignant et que voilà, vous avez déjà fait étudier ces livres, n'hésitez pas à me le dire, ou si ça vous a donné envie de les faire étudier, je serais intéressée à ce que vous me disiez comment vous les analyseriez, ça peut être intéressant d'en discuter, sachant que, voilà, je le rappelle, je ne suis pas enseignante, et donc je ne prétends pas dire aux enseignants comment faire leur métier, tout comme je demande à personne de m'expliquer comment faire le mien, qui est tout autre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner si c'est pas encore fait, activer la cloche des notifications, et vous pouvez me retrouver sur Instagram où je suis active, et d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une très bonne journée et surtout de très belles lectures.